L'âme, elle est en mesure de nous faire vivre des sentiments. Tu vois, il y a eu un contact qui a été fabuleux, triste évidemment, mais fabuleux. Une jeune femme qui a perdu sa maman d'un cancer. Et donc, la maman décédée me fait vivre cette image d'elles deux recroquevillées ensemble dans le lit avant que la maman ne parte. Et tu vois, je suis encore en émotion quand j'en parle. La maman décédée donc, me montre cette scène. Elles sont toutes les deux dans le lit recroquevillées. Et la maman me dit je sentais cette odeur, l'odeur de ses cheveux. J'ai toujours senti l'odeur de ses cheveux à ma fille. J'ai emmené avec moi, madame, cette odeur. Et elle me dit, mais maman, pour me dire bonjour le matin, elle me sentait les cheveux. Elle m'embrassait pas, elle me sentait les cheveux. Et là, elle m'a fait vivre ça. Et si tu veux, j'ai eu l'image d'elles deux recroquevillées, et en même temps l'odeur, et en même temps l'émotion. Tu vois, ça a été un plein de choses en même temps. Et c'était fabuleux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle interview en présence de Virginie Lefebvre, une médium au parcours atypique qui a toujours tenu, malgré son succès, à rester très proche des gens, accessible, une médium du peuple avec un très grand cœur. Dans cet entretien, Virginie nous raconte son histoire, mais aussi sa relation aux défunts, comment elle vit aujourd'hui cette médiumnité qui lui permet d'apaiser tant de personnes endeuillées. Un immense merci à toi Virginie pour ce très beau moment. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Virginie et merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir aussi te faire connaître, même si probablement tu es déjà connu de la majorité des gens qui vont les écouter aujourd'hui, mais de faire connaître ton parcours de médiumnité. Eh bien, déjà, pour commencer, on va dire, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs du podcast Entre deux mondes ? Bonjour Xavier, bonjour à tous. Écoute, c'est un plaisir, c'est un véritable plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc moi, je suis Virginie Lefebvre, j'ai 44 ans, j'habite en Seine-Maritime, près du Havre, à 15 km du Havre très exactement. Je suis en campagne. Donc moi, je fais de la médiumnité depuis des années. J'ai un parcours de policière municipale. J'ai été policière pendant 13 ans, donc à la police municipale du Havre. Un parcours, je dirais un parcours de vie où j'ai adoré. J'ai adoré mes années en police, et ma médiumnité a, je dirais, pris un peu le dessus à un moment donné. Et il m'a fallu faire un choix que je n'avais pas toujours compris au début. On me poussait un petit peu à stopper la police. Et voilà, il y a eu un événement vraiment qui a été déterminant, et que je raconte d'ailleurs dans un de mes livres. Ça a été, alors certains se poseront la question de se dire, mais est-ce que quand elle était en police, sa médiumnité l'aidait? Est-ce que sa médiumnité pouvait lui servir? Non, non, honnêtement non. J'arrivais, je me déguisais, je mettais mon uniforme pour mes journées de travail. Je faisais abstraction en fait vraiment à la médiumnité. C'était de choses totalement différentes, jusqu'au jour où j'ai intercepté un véhicule pour une infraction au code de la route, et donc une femme voilà qui franchit un feu rouge fixe. Et donc je prends les papiers de cette dame, et en touchant en fait les papiers, là j'ai un flash, et je vois un homme décédé, mais un homme récemment décédé. Tu vois, je voyais Ouais. le cercueil, enfin, il venait de décéder, ce monsieur. Donc je ne pouvais pas lui dire, vous savez madame, je suis médium. Je leur ai dit, qu'est-ce que c'est que cette folle, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, je pose une question en lui disant, mais voilà, vous êtes perturbé très certainement. C'est dangereux pour vous, pour d'autres automobilistes, mais il y a sûrement une raison en fait à cette infraction. Vous aviez sûrement la tête ailleurs. Et là, la dame me répond, madame,
je vais enterrer mon mari en fait ce matin. Donc effectivement, je n'ai pas vu le feu rouge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette infraction se situait, ce n'était pas à l'intersection avec le funérarium du coin. On était quand même voilà plusieurs Mmh. kilomètres, on n'était pas juste devant. Et là, mon collègue donc avec qui j'intervenais me dit bah Virginie, on la verbalise. Mais non, ça va pas, moi, on la verbalise pas. Tu plaisantes, on la verbalise pas. Et là, mon collègue me regarde droit dans les yeux et me dit, Mimi, t'as changé. Et là, tu vois, ça a été, c'est encore quelque chose que je revis, que je revois en fait aujourd'hui. Et là, il y a Mmh. eu un déclic en fait en moi. Je me rappelle de cet instant comme si que c'était hier, tu vois, la rue, ce que je regardais à ce moment-là, enfin. Et, euh, et là, en fait, je le regarde et je lui dis, oui, tout à fait, oui, j'ai changé. Et tu vois, à la fin de mon quart, je suis rentrée, j'explique à Teddy, donc à mon mari, ce qui s'est passé. Et là, mon mari me dit, mais il y a trop de signes, il y a trop de choses en fait qui font que fais-toi confiance, euh, fais-toi confiance. Et voilà. Et là après, donc voilà, j'ai pris ma dispo et voilà. Et tu vois, ça va faire 10 ans donc enfin, ça va faire 10 ans l'année prochaine que je suis donc en disponibilité Ah où j'ai ouais. stoppé en fait la police. D'accord et cette médiumnité, Virginie, avant, si on remonte un peu plus loin, dans ton enfance, c'était déjà présent? Alors oui, effectivement, moi ma médiumnité a démarré à l'âge de 5 ans. Voilà, je voyais donc j'avais réveillé mes parents par rapport à plein de présences en fait autour de moi dans la chambre. Donc mes parents sont arrivés, voilà, pour eux c'était un cauchemar, des cauchemars en fait d'enfants tout simplement. Et je me souviens de toutes ces entités, de tous ces défunts en fait qui étaient là autour de moi. Donc ça a été, je dirais, le premier élément vraiment déterminant. Mais à cet âge-là, tu conscientises que c'est des défunts? Tu as cette, Aujourd'hui, compréhension? oui. Ouais. Aujourd'hui, oui, parce que en fait, j'ai ce souvenir, alors que tu vois, ça va faire 40 ans, hein, je vais prendre 45 ans là dans quelques mois. Hem, j'ai ce souvenir d'être dans mon lit d'enfant, heu, éveillée, réveillée, tu vois, dans le noir Ah ouais. et de voir, heu, tous ces défunts, trois quatre défunts devant moi. Je suis réveillée et je crie. Je crie parce que j'ai peur et là, mes parents viennent, c'est un cauchemar. Cauchemar, tu le fais quand tu dors, et là, j'avais les yeux ouverts, je les voyais les yeux ouverts. Donc Ah ouais. ça a été quand même je dirais le premier phénomène. Un autre phénomène également qui a été quand même très parlant, enfin aujourd'hui avec le recul, à l'âge de 9 ans, ma grand-mère maternelle a fait un AVC. Elle n'est pas décédée tout de suite de cet AVC, elle est décédée en quelques jours et donc je dormais, et une de mes tantes donc qui dormait à la maison au vu des circonstances, a été réveillée en fait par des cris, donc des cris qui venaient de ma chambre et elle m'a entendu crier: «Adieu mamie». Donc ma tante s'est recouchée et quelques minutes après, tu vois, le téléphone a sonné. C'était l'hôpital qui demandait à mes parents de venir au chevet de ma grand-mère puisqu'elle était en train de partir. Ah ouais. Et donc voilà, il y a eu cet événement. Un autre élément, alors là j'avais 12 ans, j'étais en 5e. Je suis rentrée en écriture automatique en faisant mes devoirs. J'étais en train de rédiger en fait un cours et là, à ce moment-là, ma main s'est mise à écrire en fait toute seule et voilà, je suis rentrée avec une défunte, une jeune fille, hein, Caroline, je me rappellerai évidemment toute ma vie, c'est tellement marquant, qui était décédée du sang contaminé. Donc voilà, son sang avait été contaminé et elle était décédée de cette manière. Donc ça avait été quelque chose d'assez étonnant pour ma mère, hein. Ah ouais. Ma mère était en train de cuisiner et je me rappelle crier, l'appeler maman, maman, elle bouge toute seule. Ma mère est arrivée et elle m'a dit jette ce stylo, jette ce stylo. Des parents pas plus croyants. Mon père, depuis quelque temps, s'intéressait un peu à tout ce qui était pendule. Te dire la médiumnité, pas vraiment. Tout ce qui était pendule, depuis quelque temps. J'ai la chance d'avoir une de mes tantes qui est thérapeute, qui est toujours vivante, mais qui est thérapeute et qui était beaucoup dans la spiritualité. Mais si tu veux, cette tante, moi, j'habitais au Havre, elle vivait en Corse.
Ouais, Donc ouais. c'est voilà, c'est quelqu'un que je voyais 2 mois l'été, hein. Par contre, je partais en vacances, chez elle 2 mois l'été. Elle m'a beaucoup aidée, en fait. Elle m'a énormément aidée. J'ai appris, en fait, grâce à elle, je voyais les auras. Et en fait, elle m'a appris à travailler la vision des auras. On était dans la piscine et en fait, elle pensait à quelque chose qu'elle aimait ou qu'elle n'aimait pas. Évidemment, elle ne me le disait pas. Et moi, en fonction, en fait, de la grandeur de l'aura derrière, là, tu penses à quelque chose que t'aimes. Là, tu penses à quelque chose que tu n'aimes pas, tu vois. Elle m'a fait travailler, en fait, tout ça et j'avais 14 ans, 14-15 ans, tu vois. Et donc, mais bon, je la voyais pas, comme je dis, je la voyais que 2 mois l'année. Et voilà, et des parents quand même, ouais, comme je dis, cartésiens. Moi, j'ai pas été baptisée parce qu'ils sont engueulés avec le curé. Enfin, tu vois, voilà, il y a eu plein d'événements qui ont fait que. Mais effectivement, cette médiumnité avait démarré très tôt. J'ai également fait des bêtises, ça il faut le savoir. À l'âge de 17 ans, j'ai fait beaucoup de séances de spiritisme Ok. avec mon grand frère, hein. J'ai un frère qui a 7 ans de plus que moi et c'était la grande mode à l'époque, hein, samedi soir avant d'aller en boîte, de m'inviter pour faire des séances de spiritisme. Parce que quand j'étais là, eh Quelle bien bonne idée. c'était étonnant, le verre bougeait en fait sur la table Hmm. et ça a été quand même ça a été chaud. Et tu vois, quand je fais des conférences, je le dis bien aux jeunes, dites à vos jeunes, voilà, d'éviter les séances de spiritisme. On va voilà, on va attirer en fait des mauvaises âmes, des mauvais esprits. Donc voilà, faut faire très très attention en fait à tout ça. Est-ce que ça t'a joué des tours par la suite? Est-ce que Ouais, tu as eu... ouais, Ouais. ça a été compliqué. J'ai d'ailleurs intitulé un des chapitres de mon premier livre, Le mal vous guette. Ça a été un des messages en fait qui était délivré par un des esprits au moment d'une des séances, une des dernières séances si tu veux qu'on a faites. Aussitôt, le mal en fait vous guette. Et il y a eu plein d'événements. Suite à ça, c'était terrible. Accident de voiture sur accident de voiture pour mon grand frère et ma belle-sœur, des phénomènes dans la maison qu'ils avaient achetée, la maison où on faisait les séances. Ils partent en week-end, donc pas de séance ce samedi-là, et ils rentrent le dimanche soir. Et une folie en fait dans la maison. La température était montée à plus de 40 et quelques. Il y avait un problème de chaudière, tous les poissons morts dans l'aquarium. Plein de choses. Alors mon frère évidemment il fait venir un artisan. Bah, je comprends pas monsieur, je comprends pas, hein. Ça a été poussé. Non monsieur, ça n'a pas été poussé. Il y avait personne chez moi. Ouais, Le c'est fou. thermostat a été poussé. Non monsieur, c'est pas possible. Un chat qui pénètre dans la maison par une fenêtre qui était entrouverte, qui tue leur chaton, mon frère qui attrape la rage, enfin, tu vois, ça a été Ah. que des merdouilles, en fait. Ouais, Alors ouais. certains diront, c'est le hasard, mais non, c'est pas le hasard, Hmm. on nous avait quand même prévenu. Et tu vois, il s'est fait muter, il a stoppé, et il s'est fait muter, ouais, quelques mois après. Il est jamais revenu travailler sur le Havre. Tu vois, Hmm. fallait, en fait, d'un Ouais. côté, on était protégés, et d'un autre côté, il y avait effectivement le mal qui était là. Donc, moi, je pense que ça m'a quand même porté un peu préjudice. Ça a joué un peu dans mes premiers choix de vie. Bon, moi, déjà, j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans. Mon père est décédé brutalement, il est mort électrocuté, un accident de travail. Et plein de mauvais choix que j'ai pu faire, en fait, dans ma vie en début de vie. Et après, tu vois, j'ai été policière. Alors, certains diront, bah, ok, elle avait peut-être envie d'être policière. Absolument pas. J'avais un petit garçon de quelques mois, il fallait que je trouve du travail. Je sortais d'un bac d'un bac vente, hein, je partais pour être commerciale. Et en fait, c'était pas du tout mon truc. Euh, C'était pas ça, il me fallait un bac tout simplement. Et après voilà, donc je suis rentrée dans la police parce qu'il fallait que je nourrisse mon fils. C'était pas Ouais, une ouais. passion. J'ai appris à aimer après par la suite le métier, les collègues. T'es quand même 8 heures, 10 heures parfois avec des collègues en voiture, ça crée des liens. Enfin, Hmm. voilà, ça a été un parcours où j'ai rencontré mon mari d'ailleurs. Ouais. Donc Oui, c'était écrit, c'était probablement nécessaire, c'est effectivement. ça. Mais avant ça, jamais tu t'es dit, tiens, bah, je pourrais faire de cette médiumnité ou de ce rapport à l'invisible un métier? Non, vraiment jamais ça m'a traversé l'esprit, parce que j'avais mon métier, parce que j'avais fait cette école de police. J'étais partie en école de police, j'avais fait mon maximum, j'avais eu mon concours, j'avais passé à Paris, ils prenaient 250 sur 2 500 participants, je me suis donnée à fond. Hem, Après je suis quelqu'un
quand je fais les choses, j'essaie toujours, tu vois, de me donner en fait à fond. En Mmh. police, c'est pareil, je suis contente, je suis partie de ce métier, j'étais brigadier chef principal, enfin, tu vois? Voilà, je suis Ouais. carrée comme je dis dans mon travail mais jamais ça m'avait traversé l'esprit. Pour moi, ma vie, c'était d'être policière tout simplement. Qui aurait cru, qu'à un moment donné, voilà, il y aurait ce changement de vie, de carrière? Et tu sais, après avec le recul, je dirais tant mieux. Celui parfois qu'on a marre de son travail, qui va dire: «Tiens, je vais me mettre thérapeute, je vais» souvent ça fonctionne pas tant que ça, Mmh. tu vois? Mmh. Celui à qui on impose en fait cette chose, là c'est différent par rapport à son parcours. Ouais, J'étais bon. pas lasse de la police. Mmh. J'aimais ce contact, c'est intéressant. Tu arrives tous les jours, tu vas tomber sur des interventions différentes, Bien sûr. c'est pas la routine. Un jour tu es sur le terrain, le lendemain, tu es au poste de commande, enfin tu es à la radio, enfin voilà, on s'ennuie jamais en fait dans ce métier. Mmh. Ouais. Oui, en fait, quelque part, tu as été poussé, presque malgré toi à Alors embrasser cette voie-là, quoi. c'est le mot, tu vois? Parce que l'année d'avant, j'interviens sur un incendie d'appartement. Heu et je pars de la maison, je travaillais d'après-midi, je pars de la maison et je regarde en fait mon agenda. Je me dis: «Mais waouh, j'ai plein de rendez-vous». J'avais démarré la médiumnité un peu avant de quitter la police. Je t'expliquerai de quelle manière. Hem et là, je regarde mon agenda et je me dis: «Mais comment je vais faire? Comment c'est possible?» Là, je termine, à 6 heures le matin, j'ai un rendez-vous à midi, je vais pas assez dormir, enfin et je me suis dit: «Mais c'est impossible, j'ai fait n'importe quoi». Et je pars donc de travailler, première intervention, incendie d'appartement, donc relogement, mise en sécurité, enfin bref, voilà, la routine, hein et à un moment donné, donc j'ai un directeur général qui me demande de le suivre concernant le relogement d'une des personnes. Hem et là, en fait, donc je marche avec lui pour aller, dans un établissement de santé qui était pas très loin pour voir s'il pouvait prendre en charge une des résidentes de l'immeuble où il y avait le feu et là, je tombe, je suis mais poussée, mais propulsée. Je m'en serais bien passée, hein, de me casser la figure devant, les pompiers, les collègues de la police nationale, mes collègues, un nid de poule en fait par terre. Je marche, mais j'ai fait un vol plané. Mais je m'explose le genou, ma radio en morceaux par terre, enfin, hem donc évidemment, c'était pas un accident de travail, du fake, hein. Le directeur général, témoin totalement de ce que je venais de vivre et tu vois donc ça a été mon premier et mon seul accident de travail d'ailleurs en 13 ans. Et bah, tu vois pendant, 1 mois, j'ai été arrêtée par rapport à mon genou, enfin bref, heu et je me dis: «Mais c'est quand même fou». Je suis débordée, je me dis que c'est pas possible, que je vais pas pouvoir gérer. On me pousse, c'est le mot. Je suis pas une Pierre Richard, je fais attention quand je marche, enfin voilà et tu vois, ça a été vraiment Mmh. comme propulsé. Donc oui, il y a eu des signes. On m'avait changé de brigade, quelques mois avant. J'étais pas forcément, dans la brigade la mieux que j'ai pu avoir. Tout ça, c'était des signes, tu vois, qu'on mettait sur mon Ouais. chemin, des signes que j'avais pas envie d'entendre et là, l'événement avec cet automobiliste, là, ça a été le signe, l'événement qui a fait que stop, voilà, il fallait en fait que j'arrête et aujourd'hui, c'est une véritable passion. Je suis passionnée par ce que je fais. Je rencontre des personnes extraordinaires et tout ça, c'est grâce à une de mes amies qui est malheureusement de l'autre côté en fait aujourd'hui, qui était présidente d'une association d'aide au deuil et donc qui m'avait été présentée et en fait Colette m'a beaucoup, beaucoup aidée au début à travailler ma médiumnité. Elle était sur un elle était sur un forum et donc moi j'allais travailler chez elle dans son chalet avec les photos de défunts. Elle transmettait en fait aux familles les informations que je pouvais capter pour m'aider à travailler, à peaufiner, un petit peu affiner ma médiumnité et un jour Colette m'appelle et me dit: «Virginie, faut que tu me dépannes, j'ai une médium qui doit intervenir dans l'association dimanche. Elle s'est blessée, elle ne peut pas venir, elle ne pourra pas venir. Donc s'il te plaît, fais la médiumnité en salle». Mais Colette, je peux pas, c'est pas possible. Comment on fait? Comment on fait? Et là, elle me dit: «Mais comment tu travailles?» Je regarde mon planning et je lui dis: «Je suis hors repos dimanche».
C'est hors pot, c'est parfait, c'est un signe. Donc tu viens en fait dimanche. Et c'est comme ça, tu vois, que j'ai mis un pied. Était présente une autre présidente d'association d'aide au deuil sur Paris, qui après m'a contacté. Voilà, tu vois, ça a été vraiment Mmh. comme je dis, le bouche à oreille. Moi, au début, j'intervenais dans les associations, on arrivait à quatre. On arrivait à quatre avec mes enfants. Tu vois, Ah oui. c'est fou, ils étaient petits, donc Mmh. j'avais pas le choix. Fallait que je pouvais pas toujours les faire garder. Enfin, Entre cette médiumnité qui est la tienne à l'époque où tu l'exerces pas professionnellement et aujourd'hui, comment ça a évolué du coup? alors ça a évolué de manière très claire. J'ai tout de suite quand mes consultants en fait vont rentrer dans mon bureau, je vais visualiser en fait le ou les défunts, si tu veux, qui vont être là. Je D'accord. demande quand même les photos que mes consultants ne sortent pas tout de suite, hein, évidemment. Mais en fait, on voit la différence, la rapidité de connexion. Tu vois, elle est pas la même. Ah oui. Tu vois, là, j'étais en conférence là ce week-end, j'ai fait une médiumnité en salle vendredi et dimanche. Heu, c'est cette rapidité de connexion. Je vais me balader dans la salle, enfin, je vais me balader. Je suis dans la salle, les défunts vont arriver, vont intervenir. Là, je vais voir qu'il y a eu un suicide. Là, on est sur un accident, un défunt parti de maladie. Je travaille évidemment avec tous mes canaux et c'est la rapidité, tu vois, de connexion qui est Ouais. vraiment différente par rapport au début. L'échange également entre les défunts et moi, parfois les questions que je vais avoir, c'est pas assez clair. Je veux plus d'informations. Fais-moi un gros plan sur telle ou telle chose. Tu vois, Mmh. alors après, c'est ce que je dis, j'ai un respect, si tu veux, pour les défunts qui est énorme. Je respecte même parfois plus les défunts que les vivants. Hem, c'est important, le défunt, tu peux pas lui mentir. Le défunt, il sait comment que tu es. Le défunt, il te capte en fait dans ton intégralité. Tu peux pas faire semblant. Le défunt, il va savoir l'envie que tu as de transmettre. C'est pas pour l'ego, c'est pas pour ceci, c'est pour aider en fait sa famille. Donc ça, Mmh. ce qui est génial, voilà, le défunt, tu peux pas. Tu vois des gens parfois avec des sourires qui vont faire bonne figure, mais en fait qui vont être faux. Un défunt, tu peux pas. Il va capter en fait tout ça. Et ouais. Et ouais, bien sûr. Donc parfois quand on me dit: «Mais comment je peux faire? Je veux affiner, ma médiumnité, je veux ceci, je veux cela». Soyez vrai, soyez sincère, faites les choses avec le cœur, ils le savent de toute façon de l'autre côté. Oui, la question derrière, c'est pourquoi tu veux le faire en fait? C'est quelle est ta motivation profonde? Est-ce que tu le fais parce que tu veux sincèrement aider les gens ou est-ce que tu le fais parce que tu as besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin de plein de choses en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Et le fait d'aider, tu vois, moi sur un de mes livres, j'ai, une co-auteure qui voulait me tester, avec des défunts connus. Je boudais, à quoi ça sert? Je m'en fiche, Mmh. la famille va pas recevoir l'information. Moi, je préfère aider, des personnes lambda, enfin, et tu vois, c'est ce qui m'a valu d'ailleurs cette appellation de médium du peuple par ma co-auteure dans ce premier livre, parce que pour moi, voilà, je dois aider en fait des anonymes. Hem, alors après va arriver un sujet qui peut être un peu délicat, je vais pas m'enrichir du malheur des autres. J'ai pas en fait un tarif de folie parce que je veux qu'une séance de médiumnité, elle puisse être accessible, pas que par les riches. Tu Mmh. des personnes qui peuvent pas travailler parce qu'ils sont handicapés. T'as des personnes qui vont gagner le SMIC, et ces personnes-là, elles n'ont pas le droit à une séance de médiumnité parce que Mais c'est ouais. 200-250 euros. Non, je suis pas d'accord. Heu, faut pas oublier, comme je dis toujours, on doit pas oublier d'où on vient. Tu vois, c'est important. Moi, mes parents étaient des ouvriers. Mes parents, mon père était mécanicien. Enfin, on a été élevés dans j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Voilà, j'ai Mmh. été élevée dans l'amour, j'avais toujours ce que je voulais. Mais voilà, c'est important aussi ça. Tu vois, je veux pas que ce soit que des gens qui ont de l'argent, qui eux peuvent bénéficier d'une séance de médiumnité. Il y a tellement de malheurs en fait sur terre. Il y a des Ouais. choses qui sont terribles. Les parents désenfantés, enfin voilà, c'est important de les aider, de leur redonner, comme je dis, un peu d'espoir, de se dire que OK, la vie terrestre c'est une chose, mais que la vie elle continue en fait. L'âme Ouais. elle continue en fait d'exister et ça c'est vraiment primordial en tout cas Ouais. pour moi. Justement, Virginie, dans le cas des contacts défunts, j'imagine que tu as tout type de contacts de défunts.
et que ça doit être plus difficile avec des enfants parce que bah, la dimension du deuil, elle est autre. Euh, Toi, déjà, comment tu arrives à le gérer personnellement? Et est-ce que tu ressens une différence dans la manière de communiquer avec les défunts qui sont enfants plutôt que, on va dire, des gens qui ont une vie voilà, plus classique? Alors l'enfant, il va rester innocent. Tu vois, il y a ce côté innocence, en fait, chez l'enfant. Il va arriver en médiumnité: «Mais maman, arrête de pleurer, moi je te vois». Hem Et tu te dis: «Mais oui, j'entends bien mon chou là, que faut que maman elle arrête de pleurer. Mais maman, tu sa plus belle chose». Tu vois, c'est cette innocence en fait chez les Ouais. enfants. Les enfants, ils vont nous faire voir des choses. Là, j'ai fait un jeune garçon l'a parti il y a quelque temps, et les choses qu'il a pu dire à sa mère, mais c'était merveilleux. L'enfant, il va être, parfois dans une précision de détails que l'adulte ne va pas forcé auquel l'adulte, lui, ne va pas forcément penser, tu vois? Ok. L'adulte, oui, ça va être plus, je dis pas que c'est plus égoïste, mais c'est différent. Hmm. Déjà, en tant que médium, moi, je veux savoir, par le biais de ce défunt, qu'est-ce qu'il a fait sur terre, ses enfants, sa vie, enfin voilà. J'ai besoin, moi, dans un premier temps, d'aller dire à la famille: «Attendez, moi, j'ai pas d'infos sur lui ou sur elle, voilà ce qu'il me transmet». Hmm. Voilà, donc déjà, cette phase, elle est super importante. Déjà, c'est primordial. Mais chez l'enfant, oui, tu as vraiment cette innocence, en fait. L'enfant, il va rire, il va nous entourer, il est l'âme, elle est speed, tu vois? Tu vois l'âme s'agiter, en fait, autour des parents, autour de soi. C'est totalement différent. Et de ton expérience, quand tu fais ces contacts pour les parents, est-ce qu'il y a un vrai avant et après dans l'apaisement qui s'installe? Alors tu vois la différence? Moi, ma plus belle réussite, c'est ça, tu vois? C'est pas le billet qu'ils vont me laisser à la fin de la séance. Moi, ma plus belle réussite, c'est quand, je vois, ces parents, en fait, repartir avec un sourire. Les parents, ils arrivent, ils sont, tellement dans un désarroi, dans une tristesse, c'est la pire des tristesses que de perdre un enfant, et quand tu les vois rire, sourire pendant la séance, parce qu'une médiumnité, c'est pas non plus triste. Le défunt va nous donner des infos qui vont être drôles, hem et que tu les vois soulagés, le soulagement des parents, ça, c'est important. Il y a un avant et il y a un après, en fait. Hmm. Ouais. Après, il y a effectivement aussi des choses à prendre très au sérieux, et ça, je le répète sans cesse. Quand on va voir un médium, on donne pas son nom de famille. Hem, on donne Sûr. aucune information. Faut pas qu'il y ait d'informations de transmises. Alors certains vont dire: «Bah oui, mais vous êtes obligé pour recevoir le paiement». Beh, je sais pas, vous demandez à une copine, hein, de faire le paiement s'il faut. Hmm. Faut pas qu'il y ait d'informations, tu vois, qui soient données. Faut pas qu'il y ait de recherche, par le biais des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens mettent tout sur les réseaux sociaux, tout et rien, je dirais, sur les réseaux. Faut être très, très vigilant par rapport à ça. Toi, tu as la sensation que dans ce monde de la médiumnité, évidemment sans donner aucun nom, mais il y a beaucoup de gens qui profitent de la faiblesse des gens pour se dire médium et abuser de Ouais. ça, ouais. Tu de tout. Tu as des excellents médiums, évidemment, mais tu as aussi, alors celui qui en a marre de sa vie. Hem, «Tiens, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ça comme travail, j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Tiens, je vois quelques mots». Non, la médiumnité, c'est pas que tu veux voir quelques mots, c'est pas voir deux trois mots. La médiumnité, c'est que tu es en mesure de tenir une discussion, d'être dans un échange, en fait, avec des défunts. C'est pas le fait de voir un petit mot par-ci par-là. Ça peut être ton intuition, ton mental qui va te faire, voir, visualiser ce mot. Hem, c'est pas ça. Donc oui, oui, tu as de tout. Tu as des mentalistes aussi, qui vont te poser des questions. Il est décédé de quoi? De Non, c'est pas au vivant de te le dire, c'est au défunt de te Hmm. donner l'information. Donc oui, oui, et tu en as effectivement qui vont profiter du malheur des autres. Ça c'est certain, et c'est parfois ce qui met un peu à mal, on va dire, un peu cette profession. Après, tu as ceux qui vont aller te dire: «Oui, mais vous avez un don, vous ne devez pas vous faire payer». Hem, bah, effectivement, mais moi j'ai choisi en tout cas d'en faire un métier, j'assume pleinement,
et j'ai des factures à payer. C'est pas parce que je suis Oui, médium que EDF me dit de ne pas payer. oui, et puis on peut se dire aussi en argument à ça que quelque part, si tu veux accompagner un maximum de gens, comme tu disais, le médium du peuple tout à l'heure, eh bien, si tu n'en fais pas un métier, tu peux pas accompagner un maximum de gens. Donc quelque part, C'est ça. c'est ça sera un contresens, quoi. C'est ça exactement. Donc après, t'as aussi les vivants qui vont pas y croire, mais qui veulent absolument pas y croire, tu vois, qui Hmm. vont être vraiment dans une colère. Moi, je n'y crois pas, je ne veux pas y croire. Et après, tu as aussi ceux, alors c'est souvent les hommes, ceux qui viennent. Bon, ma femme m'a pris rendez-vous. Voilà, et le vivant qui n'y croit pas, et puis qui voilà finalement se laisse porter Ouais. par cette séance et qui voilà et qui obtient des réponses. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que il y a vraiment un échange, une discussion qui s'installe avec ces défunts. Toi, est-ce que quand même, à travers tout ce que tu peux transmettre, il reste une part de doute de la justesse de ce que tu vas transmettre, ou quelque part avec l'habitude, l'entraînement et le quotidien qui est le tien, tu sais maintenant quand ça ne peut pas t'appartenir, c'est pas à toi. Alors, avec le temps, avec l'expérience, maintenant, je le sais. Si tu veux, moi, quand les défunts se présentent, ils vont, comment dirais-je, ils vont se positionner, alors évidemment autour du vivant, pour que je comprenne. Pour que je comprenne que là, c'est la place du père, là, c'est la place de la mère, là, c'est le grand-père, là, c'est une tante. Enfin, tu vois, voilà, c'est un petit peu un protocole, c'est un petit Oui, peu un code. un code, voilà, que j'ai mis en place avec eux. Donc, je dirais que maintenant j'ai l'habitude. Une âme d'enfant, c'est pareil, elle va se positionner d'une certaine manière en fait autour de mon consultant de ma consultante, voilà, pour que je sache qu'il y a eu une fausse couche, enfin voilà. Et donc non, maintenant avec l'expérience, je sais. Après les défunts, si tu veux, ils vont rester un peu comme ils étaient sur Terre. T'as des défunts qui vont être charmants, t'en as d'autres qui vont garder voilà leur caractère. Leur Mais c'est ce caractère. qui fait le charme aussi. Voilà, c'est ce qui fait leur charme. Chaque défunt est différent. Hmm. Et tu arrives à capter tes propres défunts à toi? Alors, j'ai la chance de pouvoir avoir de temps en temps, pas souvent, mais d'avoir quand même de temps en temps mon père. Euh, c'est pas évidemment, c'est pas tous les jours, hein. Et c'est pas non plus quand moi je le décide. Euh, c'est souvent quand il va y avoir un événement euh, qui va venir, quand je m'y attends pas forcément. J'ai cette chance effectivement d'échanger en fait avec lui et mais si tu veux je donne tellement tout le temps, je suis tellement c'est des journées intenses où c'est voilà c'est fatigant mais j'ai ce petit clin d'œil effectivement de Ouais. temps en temps. À travers tous les contacts que tu fais, est-ce que tu as la sensation que tu continues encore à en apprendre sur le quotidien, la réalité de nos défunts? J'apprends tous les jours j'apprends. Et ça, c'est une richesse en fait de pouvoir apprendre par le biais des défunts. Ils m'expliquent plein de choses, ils expliquent plein de choses à leur famille par mon biais, et c'est ce qui me permet de comprendre et d'apprendre. C'est extrêmement intéressant. J'aime ma vie, hein, je le dis, j'aime totalement ma vie. Je suis pas quelqu'un de d'illuminé. Voilà, je suis quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre. Et j'apprends et je les remercie en tout cas par rapport à ce parcours, par rapport à cette vie en tout cas qu'il m'offre. Mais ouais. Et c'est vrai que quand on est au contact comme ça, comme moi je peux l'être aussi dans mon métier, de cet invisible et de quelque part tout cet apaisement et aussi ce côté très très lumineux, on pourrait avoir un peu la tentation de vivre dans cette autre réalité et de se désancrer. Comment toi tu fais pour rester dans ta réalité incarnée? Alors, j'ai la chance d'avoir une famille extrêmement unie, proche. Mon mari, mes enfants, ma mère, mon frère. Enfin, voilà, je suis entourée d'une famille. euh, voilà, qui m'entoure énormément et c'est mon ancrage. Tu vois, c'est ce que je dis. Moi, mon mari il me protège de tout. Je suis pas polluée par quoi que ce soit
Ils gèrent tout, ils gèrent notre quotidien, le quotidien des enfants. Évidemment, ils ont besoin de moi quand même parfois, mais je veux dire, ils gèrent tout, donc ils me protègent, tu vois, ils me protègent énergétiquement. Je vais pas être contrariée pour telle ou telle chose. Quand j'ai des conférences, 2-3 jours avant, je suis vraiment coupée. Je suis coupée en fait de tout, de mon portable, de plein de choses. Je ne dois pas avoir de rapport avec l'extérieur pour pas être polluée. Tu vois, une année par exemple, j'avais une grosse conférence médiumnique publique qu'on organisait nous-mêmes. Le bulletin scolaire de ma fille arrive. Un bulletin scolaire merdique. Et en fait, si tu veux, Teddy, il me l'a pas donné. Il me l'a pas donné le jeudi. Il a attendu le lundi pour me dire, OK, tu vois, voilà, t'as passé ta grosse conférence. Bon, le bulletin de Léana était pas très très bon. Voilà, voilà, je suis pas polluée en fait. Il me protège, tu vois, Hmm. de cette manière. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qui me permet d'avoir cette force et cette énergie au quotidien. Alors certains diront m'a dit, t'as de la chance. Bah oui, mais c'est ce qui me permet aussi de pouvoir avoir, voilà, comme je viens de le dire, cette force et de pouvoir transmettre en tout cas un maximum. Ça, c'est mon ancrage. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu te sens protégé aussi par l'au-delà, tu vois? Alors, je suis protégée effectivement par l'au-delà, mais après, quand il m'arrive, voilà, comme tout le monde, parfois des choses un peu moins sympas, je vais pas être en colère. Parce que ça, c'est un peu le problème des vivants. Dès qu'il y a quelque chose de négatif, oh là là, je suis pas protégée, il m'a pas aidé. Stop. On a notre chemin de vie. On a aussi des choses à comprendre. On ne peut pas être protégé en permanence. On a aussi notre vie en fait qui se fait avec des hauts et des bas. Mhm. Voilà. Donc oui, je suis protégée, mais après voilà, comme je dis, je suis comme tout le Oui, monde. ça J'ai t'empêche pas de vivre aussi, des épreuves c'est ça, tout à de fait. monsieur et madame tout le monde. Exactement. Ce que j'entendais plus, c'était dans protection, dans le sens, bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure de tes mésaventures là, avec tes séances mince, Spiritisme. de spiritisme. Protégé dans ce sens-là, de pas faire de mauvaises rencontres, entre guillemets, ou des entités ou des choses qui viendraient te polluer, hein. Alors ça, c'est arrivé à mes débuts. Tu vois, j'étais encore en police et, euh, et donc je fais une séance médiumnique à une dame qui avait perdu son fils, donc elle était avec sa fille. Et dès le début de la séance, donc mon guide me demande de ne pas établir en fait ce contact. Ok. Mais moi, têtue, voyant le désarroi de ces dames, je décide malgré tout de faire ce contact. Quelle erreur n'ai-je pas faite? Ça a été une cata. Alors ça a été une cata dans le sens où il a été là, ça y a pas de problème. Il m'a fait vivre son décès. Il m'a fait visualiser des toilettes publiques. Je le voyais allongé au sol. Et à un moment donné, il me fait voir une image. On le voit pénétrer dans un immeuble, un rez-de-chaussée surélevé. Ça, c'est important. Taper dans une porte et j'entends des insultes. Je transmets tout ce que je vois à cette famille. Et là, la dame me dit, Madame, mon fils est décédé d'un problème de drogue. Hein, il a été retrouvé dans des toilettes publiques. Le dernier échange que j'ai eu avec mon fils, il est venu chez moi, il est venu frapper à ma porte. Il m'a insulté parce qu'il voulait de l'argent et je voulais pas en fait financer sa drogue. Donc c'était hors de question pour moi de financer sa drogue. Et je lui dis, mais vous habitez à quel étage, madame? Alors, au rez-de-chaussée, mais il faut monter quelques marches. Tu vois, le fils a réussi à m'emmener, en fait, à me donner des infos bien précises. Hmm. Mais à côté de ça, j'étais prise d'une fatigue hallucinante et de douleur, en fait, au niveau du ventre. Si tu veux, quand j'ai établi le contact, j'ai eu cette sensation, tu vois, comme quelqu'un qui va passer derrière toi, tu sais, qui va te gêner, en fait, qui va être Hmm. vraiment collé à toi. J'ai eu cette sensation à chaque fois, je regardais toujours derrière, enfin. Et après la séance, donc cette fatigue, des douleurs, et après j'étais toujours très très mal le mardi, hein, donc je travaillais, et donc je me suis rendue à l'hôpital, donc il y a eu un examen qui a été fait, et en fait sur un de mes organes, on voyait des griffures en fait au niveau d'un des organes. Et en fait, j'avais une incorporation. J'avais vécu
une incorporation. Donc ça, voilà, c'était à mes débuts. Et maintenant, voilà, évidemment, j'écoute mon guide. Ouais, c'est ça. J'allais Je dire, l'écoute. c'est une bonne leçon. Très très belle leçon, effectivement. Mais voilà, faut faire attention. On peut pas se jeter comme ça, faire n'importe quoi. On va le ressentir dès le début du contact. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Parce que tu as des défunts qui vont préférer communiquer avec des hommes, d'autres Ouais, avec des bien femmes. sûr, Enfin, c'est un feeling. Et ce qui est tout à fait logique, c'est comme dans cette vie terrestre. On mmh, a le feeling avec certaines personnes, on l'a pas avec d'autres. bien sûr. Voilà, c'est tout à Ouais. fait normal. Selon toi, est-ce que ça pourrait arriver que tu penses être en communication avec un défunt et qu'en fait tu sois dupé, que ce soit quelqu'un d'autre qui se fasse passer pour le défunt? Non, parce que je dirais que ça, tu vas le ressentir dans l'authenticité, en fait, du défunt. Le défunt, en connexion, donc comme je t'ai dit, voilà, il y a j'ai les 5 canaux, je vais le sentir au niveau du plexus solaire, la connexion. OK. Au niveau vraiment au niveau des sentiments. L'âme, elle est en mesure de nous faire vivre des sentiments. Tu vois, il y a eu un contact qui a été, fabuleux, triste évidemment, mais fabuleux. Hem, une jeune femme qui a perdu sa maman d'un cancer et heu et donc la maman décédée me fait vivre cette image d'elles 2 recroquevillées ensemble dans le lit avant que la maman ne parte. Et tu vois, je suis encore en émotion quand j'en parle. La maman, décédée donc me montre cette scène, elles sont toutes les 2 dans le lit recroquevillées et la maman me dit, «Je sentais cette odeur, l'odeur de ses cheveux. J'ai toujours senti l'odeur de ses cheveux à ma fille. J'ai emmené avec moi madame cette odeur». Et elle me dit: «Mais maman», pour me dire bonjour le matin, elle me sentait les cheveux. Elle m'embrassait pas, elle me sentait les cheveux et là, elle m'a fait vivre ça et si tu veux, j'ai eu l'image d'elles 2 recroquevillées et en même temps l'odeur et en même temps l'émotion. Tu vois? Ça a été un plein de choses en même temps et hem et c'était fabuleux. Tu sais que tu es avec le bon défunt. Voilà, Ouais, voilà, il y a pas de doute. non, c'est ça, Com il y a pas de doute. Tu dois être traversé de plein d'émotions incroyables et souvent aussi de beaucoup de tristesse ou de quand tu revis tout ça là, De la comment colère aussi parfois. la colère, comment La tu fais pour colère. te préserver toi? Alors, bah, alors je reviens juste sur la colère. Ouais, La colère, c'est pas un sentiment qu'on a souvent en médiumnité, mais qui peut arriver. Hem, j'ai reçu une petite jeune fille qui venait parler avec ses défunts et d'un seul coup, j'ai une présence d'un homme, mais une lourdeur. Si tu veux, comme quelqu'un parfois qu'on peut ne pas souhaiter dans une pièce, hein, qui fait éruption. Hem, des collègues de travail parfois en salle de pause, quelqu'un arrive, ça plombe l'ambiance. Ben écoute, c'est un peu ça et ce monsieur en fait arrive, la lourdeur, même les autres défunts comme gênés, tu vois? Par sa mmh, présence. Ce monsieur se nomme, transmet un prénom, donc je délivre à cette jeune femme et là, il me fait voir des images atroces, atroces, des images en lien avec des attouchements. Et là, en fait, tu te dis: «Oh merde, merde, c'est la victime, en fait. C'est la victime que j'ai en face de moi». Et là, en fait, il vient exprimer des regrets, et je dirais cette pauvre gamine que je vois qui est là, qui s'effondre, elle venait pas pour parler avec lui, évidemment non. Heu, un pseudo grand-père, un grand-père, voilà, qui était un grand-père je vais pas dire de cœur parce que quand tu fais ça, tu es pas un grand-père de cœur. Hem et du coup, voilà, qui a abusé d'elle pendant, voilà, qui a abusé d'elle quelque temps. Il avait besoin, si tu veux, pour lui se délivrer un peu, qu'elle vienne entendre, en fait, ses regrets. Donc là, si tu veux, c'est terrible parce que tu te dis, la gamine, elle est toute jeune, c'est terrible, c'est atroce, et tu là et tu ce défunt qui est là, qui dégoûte parce que c'est dégoûtant, c'est écœurant
Et là, tu dois rester pro. Tu dois te couper du mental. Tu dois rester pro. Tu es entre les deux là. Et lui, tu dois l'écouter. Elle, tu dois transmettre, mais avec douceur, parce que j'ai pas envie que cette gamine elle reparte de mon cabinet en ayant un accident, parce qu'elle est perturbée, parce que voilà. Donc là, et tu dois la vérité. Je veux dire, moi, un consultant, quand il vient, il va entendre tout ce que j'ai à dire. Je veux pas garder des informations pour moi. Euh, voilà, j'entends et je vois, c'est le minimum que je transmette l'intégralité. Euh, et là, tu vois, tu es dans la colère. Mais ta colère, faut pas qu'elle prenne le dessus. Euh, L'humain dirait, mais quelle horreur, t'as envie de le tabasser, voilà. Mais là, tu peux pas. Là, t'es pro, t'es dans ton truc. Donc, ouais, ça, je dirais que ça, c'est compliqué à vivre. Cette colère, ça, c'est complexe. Parce qu'elle peut pas exploser la colère. Donc ça, c'est difficile. Oui, et puis forcément, tu es aussi extrêmement sensible et j'imagine que si on fait ce métier-là, on est obligé d'être très empathique. Enfin, ça doit pas être simple de pas ramener Non, ça. non. Et même, tu vois, par rapport à l'empathie, moi je le vois sur des contacts en salle. Le défunt va m'envoyer une info qui va, voilà, je vais être super émue, je vais être vachement dans l'émotion et il faut que je me reprenne. Je suis obligée parce que si mes propres sentiments prennent le dessus, c'est foutu. Je vais pas bien entendre, je vais pas bien capter. Eh ouais. Tu vois, le mental revient à la charge. Donc parfois je dis stop, c'est hyper terrible ce que je suis en train de vous dire. Je pleure pas, c'est normal parce que je dois pas pleurer, sinon je vais pas être bonne, je vais pas entendre. Donc voilà, tu vois, je suis obligée de recadrer un peu les choses et je suis obligée comme de parfois de mettre une barrière parce que mes émotions ne doivent pas prendre le dessus. Sinon en médiumnité, ça va être le bazar. Ouais. Mais ce qu'on ressent à travers tout cet échange, c'est qu'il y a quand même cette nécessité d'avoir une vraie hygiène, on peut appeler ça comme ça, hygiène de vie, hygiène énergétique, hygiène d'éthique de travail aussi, à travers tout ce métier. C'est ça, c'est important. Faut être droit, faut être carré. Moi, je donne à chacun ce que j'aimerais en fait recevoir. Tu vois, Hmm. voilà, faut donner aux personnes. Les gens attendent longtemps. Je veux dire, chaque rendez-vous est différent. Faut que le rendez-vous il soit à la hauteur euh, de ce qu'on attend. Si tu veux, ce moment-là, il est attendu. Euh, c'est un tête-à-tête en fait avec tes envolées. Et c'est important que le médium mette tout en œuvre pour que ça se passe le mieux possible, pour que voilà, il faut aussi le feeling avec le médium, enfin et avec le consultant. Tu vois, moi je vais marcher comme ça. Le consultant va arriver, le feeling passe pas, le contact il va être galère, le contact il va être compliqué. Tu vois, j'ai eu le cas un jour de deux sœurs qui viennent communiquer avec leur père. Et si tu veux, dès le début, ça passe pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le feeling. Quelle idée d'habiter à la campagne. Non, mais enfin, de quoi je me mêle, quoi. Moi, je juge pas où vous vivez. Tu vois, déjà, il y a ce côté où elles te prennent un peu de haut. À un moment donné, les nanas, ça passe pas entre nous. Donc ça va pas passer non plus avec votre papa. Enfin, tu vois, voilà, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que ça puisse se passer, en fait, le mieux possible. Mais j'ai vraiment la chance d'avoir, ouais, des consultants au top, quoi. Vraiment Ok. des gens charmants. Ok. À plusieurs reprises durant cet entretien, tu m'as devancé sur la question que je voulais te poser. Ma question, du coup, c'est est-ce que tu arrives à percevoir quelque part, les défunts comme tu perçois l'énergie des vivants et de ce qu'il y a en eux, est-ce qu'il y a une lecture, tu vois? Je vais savoir, grâce au défunt, euh, comment est le vivant. Alors, Hmm. dans un premier temps, alors, je vais voir effectivement au niveau, au niveau déjà des vibrations si ça passe ou pas. Alors, une anecdote qui est quand même assez drôle. Je reçois il y a une jeune femme qui avait perdu son père et, voilà, et le contact se fait. Et le père me dit, oh, ça y est, lave-la elle avec ses larmes de crocodile. Je me dis, waouh. Et là, il me dit, mais vous savez, madame, 20 ans sans se parler, elle et moi, elle est revenue quand j'étais sur mon lit de mort, afin d'être sûre qu'elle puisse toucher l'intégralité de mon argent. Alors il me dit, vous savez, il me dit, ma fille, madame, il me dit, vous savez, je suis très déçue. Et là, tu te dis, oups, je suis obligée de transmettre. Je suis obligée de transmettre parce que voilà, je dois transmettre l'information.
Et c'est compliqué et c'est difficile. Et là, tu te dis, parce qu'à un moment donné, le père me dit, mais c'est une comédienne, madame. Regardez-la, c'est une comédienne. Elle vient non pas pour avoir un petit coucou de moi, mais pour savoir si je n'ai pas laissé des espèces ailleurs que dans ma maison. Et, ouais, et tu vois, tu te dis, waouh, et c'est compliqué parce que voilà, lui la voit comme ça et je pense qu'elle est réellement comme ça. Et tu voyais dans ses pleurs, à un moment donné, je transmets un message, il n'y a plus de pleurs. Ah non, papa, je suis pas d'accord de ce que tu dis, hein. Et voilà, et tu te dis, oui, bah, le père, il a raison. Le père, il a raison, en fait. Donc, Ouais, on en revient à ce que tu me disais, ils voient très clairement les choses et c'est ils ça. ont cette lucidité ouais, de voir à travers les filtres. Mm, tout à fait. Ok, Virginie, on va terminer cet entretien. Je vais te remercier d'avoir partagé cette expérience assez incroyable de ce qui est ta médiumnité. J'aimerais terminer sur deux petites questions. La première, enfin qui sont plutôt des conseils. La première, qui est un conseil pour les gens quand on est dans cette démarche d'aller consulter un médium. Euh, Quelle est la bonne manière, selon toi, de procéder pour ne pas se tromper sur le médium qu'on va aller choisir? Le feeling. Le feeling, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le feeling, vous allez avoir un feeling avec certains médiums. Suivez, écoutez, en fait, votre intuition. Voilà, faut que ça passe au feeling. Deuxièmement, voilà, bah, peu d'informations transmises. On évite les réseaux sociaux, voilà, on fait payer par quelqu'un d'autre. Enfin voilà, on y va vraiment dans la plus stricte anonymat. Ça c'est très 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 important. Super. Et alors, si tu devais donner un conseil, on va dire à la Virginie d'il y a 20 ans, ou par extension aux personnes qui ont cette médiumnité et qui peut-être n'osent pas encore la dévoiler ou se lancer, quel serait ce conseil? Euh, de le faire véritablement par passion. Pas parce que vous avez marre de votre métier, parce que voilà, vraiment d'être voilà, faut être sûr de soi. Voilà, faut vraiment être sûr de soi-même et d'écouter. Voilà, d'écouter en fait vos envies et après par la suite évidemment de foncer. C'est assez important. Très bien. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup Virginie pour cet entretien. Merci à Mer- toi. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle et, eh bien, je vous dis à très bientôt.